Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bien, alors on continue. Aujourd'hui, on va essayer de voir tout ce qui est en relation avec la circulation de la sève élaborée. Et c'est ce qu'on appelle la translocation phloémique. Translocation, c'est changement de location, c'est changement de place, et dans le phloème. Et ça veut dire tout simplement qu'on va essayer de voir un peu tout ce qui concerne cette circulation de la sève élaborée dans les tissus de phloème. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve dans le phloème? Donc, c'est quoi la composition de cette sève élaborée? Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'eau, mais dans cette eau, au lieu des sels minéraux, on retrouve dans la sève brute, on va retrouver, dans ce cas-là, beaucoup de sucre, et ce sont des sucres qui sont issus de la photosynthèse. Ce sont les résultats de la photosynthèse. En fait, cette circulation de la sève élaborée, il a pour objectif principal de redistribuer les photosynthétases, c'est-à-dire ces sucres qui résultent de la photosynthèse, de les redistribuer à tous les organes qui ne sont pas photosynthétiques, c'est-à-dire de les redistribuer aux fleurs, aux fruits et aux racines essentiellement. Alors la première chose à savoir, c'est ça en fait ce qu'on va retrouver essentiellement dans la sève élaborée, c'est-à-dire beaucoup de choses. Mais on retrouve également certains sels minéraux, certaines protéines qui également circulent, et bien sûr des hormones. On retrouve également qui circulent dans la sève élaborée. Pourquoi les sels minéraux? C'est également une translocation de ces éléments minéraux, c'est-à-dire ce sont des éléments minéraux qui ont été affectés en quelque sorte au début à un organe. On verra ça dans la partie nutrition minérale. Ces éléments minéraux, en premier lieu, ont été affectés à un certain organe, et puis la plante peut les faire bouger, les mobiliser, pour les amener vers d'autres organes. Pas tous les éléments minéraux sont mobilisables, il y en a juste certains qui sont mobilisables, et ce sont ces éléments-là qu'on retrouve dans la sève élaborée. Essentiellement des sucres résultats de la photosynthèse et qui vont être redistribués à des organes non photosynthétiques, c'est-à-dire aux fleurs, aux fruits, aux racines et aux jeunes feuilles. Alors, de cela, on va définir, on va essayer de clarifier deux points essentiels. Le premier, c'est-à-dire, c'est quoi le sens de circulation de la sève élaborée? Et la deuxième chose, c'est comment se fait cette circulation. Alors, le sens de circulation de cette sève élaborée, peut-être vous pourriez me dire que c'est du haut en bas, que la sève brute circule dans les plantes de bas en haut et que la sève élaborée de haut en bas. C'est pas vrai. En fait, la sève élaborée, il ne circule pas de bas en haut, il circule dans tous les sens. Alors, mais il circule toujours dans le sens d'un organe photosynthétique, c'est-à-dire d'une feuille adulte mature, vers un organe non photosynthétique, qui va recevoir ces photosynthèses, soit pour sa croissance, soit pour son métabolisme, soit pour du stockage, tout simplement. Alors, il y a deux types d'organes ici. Il y a des organes qui vont fabriquer des photosynthèses. Il y en a des organes qui vont les recevoir. Et ce sont ces deux organes-là qu'on va appeler source et puits. Alors, les organes sources, ce sont les feuilles adultes généralement. Ce sont elles qui fabriquent des sucres via la photosynthèse. Et puis, les organes puits ou réservoirs, ce sont les organes qui vont recevoir ces photosynthèses. Alors, une caractéristique de tous ces organes-là, ce n'est pas des feuilles adultes. Ce n'est pas des feuilles adultes, ce n'est pas des organes photosynthétiques. Ça peut être des bourgeons, ça peut être des jeunes feuilles, avant qu'elles soient photosynthétiques. Ça peut être des fleurs, ça peut être des fruits, ça peut être des tubercules, des racines, etc.
Donc, en fait, le sens de ces circulations de la sève élaborée, donc retenez-le, c'est de la source vers l'organe d'utilisation ou de réserve qu'on appelle organe puits ou organe réservoir. Alors, ça dépend, ça peut être plus en haut, c'est-à-dire, donc ça part d'un organe source, c'est-à-dire une feuille adulte, et ça peut aller dans le sens de la hauteur vers l'organe d'utilisation ou l'organe réservoir, ou ça peut être en bas. Donc, pourquoi généralement, donc vous avez déjà entendu parler que la sève élaborée circule de haut en bas, parce qu'en fait, les racines, ce sont des organes puits très puissants. Toute la partie racinaire, c'est une partie donc très importante en quantité de biomasse par rapport à la partie aérienne. Donc, c'est à peu près l'équivalent de la partie aérienne, parfois beaucoup plus que la partie aérienne. C'est pourquoi, en fait, la majeure partie donc, de ces photosynthètes, ils vont circuler des feuilles vers ces racines-là. Et bien sûr, donc, les racines, c'est en bas et les feuilles, c'est en haut. Et c'est pourquoi on croit et on dit, mais c'est pas très précis, mais on le dit qu'en fait, que la sève élaborée donc, circule de haut en bas. Alors maintenant, vous l'avez compris, donc c'est pas exact. Donc en fait, la sève élaborée circule d'un organe source, c'est-à-dire d'un organe photosynthétique, vers un organe où les photosynthètes vont être utilisés, soit métabolisés ou utilisés pour la croissance telle qu'elle, ou bien ils vont être stockés. Donc c'est ce qu'on appelle des organes réservoirs, donc des fruits, et par exemple donc ou des tubercules racinaires. Donc voilà pour le sens de circulation, voilà pour la notion d'organe source et d'organe puits. Alors, et tout ça, en fait, ça circule dans des vaisseaux conducteurs dont on vous a déjà parlé, donc qu'on appelle le phloème. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre le phloème et le xylème? Donc si vous vous rappelez, donc en fait, le xylème, ce sont des tissus morts, ce sont des cellules mortes, donc où il n'y a plus rien à part la paroi pectocellulosique, donc c'est seules les parois qui restent, donc et tout ça s'agence de deux manières, donc soit en tube parfait, en trachée ou en trachéite. Donc ça, on l'a déjà vu. Alors maintenant, donc le phloème, c'est à peu près la même chose, donc c'est également des cellules spécialisées dans la circulation de la sève, de la sève brute dans ce cas-là, donc sauf que c'est pas des organes donc complètement, donc les cellules de phloème, c'est pas des cellules complètement mortes, donc il reste en plus de la paroi, il reste en fait tout ce qui est membrane, donc la membrane plasmique reste, et ça a une importance et on y reviendra après. Donc les cellules de phloème conservent leur membrane, y compris la membrane plasmique, et ils conservent également donc certains organites cellulaires. Alors, donc, ce n'est pas complètement dépourvu d'organites cellulaires comme c'est le cas dans le xylème. Donc, il y a certains organites cellulaires qui sont conservés dans les tubes de phloème, mais essentiellement, donc, on va donc mettre l'accent sur les membranes. Donc, il y a les cellules phloémiques ont une membrane. Alors, rappelez-vous donc le rôle que jouent les membranes dans les phénomènes de transport. Bien, alors autre particularité donc de ces cellules phloémiques, donc que chaque cellule phloémique, donc elle est flanquée, c'est-à-dire elle est en quelque sorte accompagnée, attachée à une cellule qu'on appelle cellule compagne. C'est une cellule normale, mais qui est connectée à la cellule phloémique. Donc c'est ça la particularité donc de ces cellules phloémiques. Donc, ils conservent leur membrane. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc, vous voyez donc le schéma. Oui, monsieur. Donc, très bien. Donc, vous voyez donc ici, vous avez donc un tube phloémique. Donc, c'est des parois donc pectocellulosiques, comme c'est le cas dans le xylème. Donc, vous avez une paroi transversale donc qui est perforée. Donc, c'est pourquoi on les appelle des tubes criblés. Et ça concerne tous les organites membraneux. Donc, et la membrane cellulaire. Donc, je répète, ceci donc, est d'une importance pour
pour les échanges entre les cellules de phloème et les autres cellules. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, donc, autre particularité, donc, c'est que chaque cellule de phloème, elle est accompagnée d'une cellule, d'ailleurs, qu'on appelle cellule compagne, et c'est une cellule normale. Donc, ces deux cellules-là, ils communiquent. Et la cellule compagne, donc, il a tous ses organes cellulaires. Donc, il peut être chlorophyllienne. Donc, il a ses chloroplastes, donc ses mitochondries, son noyau, ses membranes, etc. Donc, voilà, donc, concernant donc, la structure de ces organites, enfin, de ces cellules de phloème et de ce vaisseau conducteur. Donc, pour plus de détails, donc je ne sais pas, donc vous en avez déjà certainement eu dans votre cours d'anatomie donc des végétaux. Alors maintenant, tout à l'heure, donc je vous ai parlé donc en fait du sens de circulation donc de ces photosynthétas. Donc c'est de l'organe source vers l'organe puits, mais il y a des règles, c'est-à-dire il y a certaines règles qui se respectent donc chez les plantes, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel organe source va donner ces photosynthétas à n'importe quel organe puits ou réservoir. Alors donc bien sûr donc pour qu'il y ait transfert des photosynthétas de ces organes sources vers les organes puits, il faut qu'il y ait une liaison vasculaire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des vaisseaux conducteurs qui relient les deux organes. Et puis la règle générale, c'est la proximité, c'est-à-dire donc en fait l'organe source, c'est-à-dire les feuilles adultes, chlorophyllliennes, photosynthétiques, vont donner leur photosynthéta à l'organe puis le plus proche. Ceci peut changer au cours donc de la croissance et du développement des plantes, mais c'est généralement cette règle-là. Pourquoi je dis ça peut changer? C'est-à-dire si jamais des feuilles donnent leur photosynthèse à un fruit donc qui est juste à côté de ces feuilles-là, si vous coupez, donc si vous enlevez ces feuilles-là, ça ne veut pas dire que ce fruit-là donc va mourir. Donc il y a d'autres feuilles qui vont prendre le relais pour approvisionner donc cet organe-là, ce fruit-là en photosynthèse ou cette fleur-là en photosynthèse. Donc il y a une certaine plasticité, donc il y a certaines règles, mais il y a une certaine plasticité, ça veut dire donc que ça peut changer en cours donc de la croissance et du développement des plantes. Donc en fait, il y a plasticité, donc ça dépendra du cycle de croissance et de développement des plantes. Il y a la proximité, donc, et puis il y a cette nécessité donc, de liaison vasculaire entre ces deux organes. Bien, alors ici, donc, je passe un certain nombre de généralités, donc c'est des choses toutes simples. Alors, ce qui est un peu plus intéressant à expliquer, c'est en fait comment se fait cette circulation. Alors, comment se fait cette circulation de la sève élaborée? Donc, rappelez donc, qu'on a fait la même chose pour la sève brute. Et rappelez-vous que la sève brute, donc en fait, la circulation de la sève brute, la montée de la sève brute dans les plantes, donc s'explique par tous les paramètres et les phénomènes qu'on a regroupés sous la théorie dite cohésion-tension. Donc, il y a tout ce qu'on avait vu, donc les différences de potentiel hydrique, les phénomènes de capillarité, donc les phénomènes de tension interfaciale, donc la transpiration, etc. Donc il y a tout ça, tous ces paramètres, donc on va mettre donc, dans cette théorie dite tension-cohésion et qui explique comment en fait cette sève brute, donc cette eau monte depuis les racines jusqu'au sommet des arbres, sachant que certains arbres donc, peuvent atteindre des hauteurs assez impressionnantes, des dizaines de mètres, voire même 100 mètres. Donc ça, on l'a vu. Alors, on va essayer de faire la même chose ici pour la circulation de la sève élaborée. Alors, sauf, il y a une condition, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le phloème, dans les cellules phloémiques que vous avez ici dans cette figure à droite, sans en prendre en considération, donc, en fait, ce qui se passe dans le xylème. Alors, en fait, c'est une circulation entre le xylème et le phloème, à l'image d'une circulation en sanguine. Donc, en fait, l'eau, il sort du xylème, rentre dans le phloème, et puis ressort du phloème pour rentrer dans le xylème, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle, donc c'est un phénomène circulatoire, donc à l'image de la circulation sanguine. Alors maintenant,
pour comprendre en fait la circulation ou le transfert des photosynthétas dans la sève élaborée. Alors, il faut, en plus de ce que je viens de dire, c'est-à-dire prendre en considération dans ce qui se passe dans le xylème, également prendre en considération ce qui se passe au niveau des organes sources et ce qui se passe au niveau des organes puits. Alors, bien sûr, au niveau de n'importe quel organe, vous avez côte à côte, c'est-à-dire juste à côté, vous avez du xylème et du phloème. Et en fait, c'est tout le phénomène. Ce qui se passe dans le xylème dépend de ce qui se passe dans le phloème, et ce qui se passe dans le phloème dépend de ce qui se passe dans le xylème. Alors, je m'explique. Alors maintenant, donc, on va essayer de subdiviser la chose en deux parties. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des organes sources, et puis après, donc, on verra ce qui se passe au niveau des organes puits. Alors, au niveau des organes sources, un organe source, c'est-à-dire, ce sont des cellules chlorophylliennes, donc des cellules foliaires chlorophylliennes, où il y a une photosynthèse active, donc qui va résulter, cette photosynthèse va résulter en la synthèse de sucre, donc du saccharose, et puis donc ce saccharose-là va être polymérisé en amidon, et il va être stocké sous forme d'amidon déjà dans les cellules foliaires. Alors maintenant, ce qu'on retrouve comme sucre dans le phloème, c'est jamais de l'amidon. Première chose. Donc, ce n'est jamais de l'amidon. Alors, donc, les sucres transportés dans le phloème, c'est soit du saccharose, soit des trioses, donc du xylulose, du raffinose, etc. Donc, on reviendra sur ça un peu plus tard. Bien. Alors, au niveau des organes sources, donc en fait, les cellules fabriquent les photosynthétas. Ces photosynthétas, donc, ils quittent les cellules pour aller dans le phloème pour être distribués à d'autres organes et essentiellement à des organes puits. Alors, ce phénomène-là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des photosynthétas qui vont quitter les cellules chlorophylliennes foliaires pour aller dans les cellules de phloème, c'est ce qu'on appelle le chargement. C'est-à-dire le phloème ici, donc, se charge en sucre. Alors, le phénomène inverse donc, se passe au niveau des cellules, des organes puits. Alors, à ce niveau-là, en fait, les sucres vont quitter le phloème pour aller dans les cellules réservoirs ou dans les cellules puits où ils vont être métabolisés ou stockés. Alors, donc, ce que vous mangez dans des tubercules de pommes de terre, par exemple, c'est de l'amidon, et cet amidon-là, en fait, ça provient des feuilles, ça provient des photosynthétas. Donc, ce n'est pas fabriqué au niveau de la pomme de terre, donc c'est fabriqué au niveau des feuilles. Il est transporté sous forme de saccharose jusqu'aux racines, et au niveau des racines, il est repolymérisé en amidon et il est stocké et sous forme d'amidon. Donc, c'est ce qu'on appelle un organe réservoir ou un organe puits. Alors maintenant, il y a deux phénomènes. Au niveau des organes sources, les photosynthétas donc, quittent les feuilles pour aller dans le phloème, c'est le phénomène de chargement. Le phénomène inverse se passe au niveau des organes puits. Donc les photosynthétas quittent le phloème pour aller dans les cellules des organes puits et pour être stockés ou métabolisés. Donc, et c'est ce qu'on appelle le déchargement. Bien, alors je l'ai dit, donc en fait, il y a une remarque à garder en tête, c'est que, en fait, les sucres transportés dans le phloème, ce n'est jamais de l'amidon. Le résultat de la photosynthèse, c'est de l'amidon, c'est du saccharose tout d'abord, puis ça peut être de l'amidon, mais ce qui est transporté dans le phloème, ce n'est jamais de l'amidon. Ça peut être du saccharose ou ça peut être des trioses. Donc le saccharose, c'est un diose, donc c'est formé par l'association de deux oses, de deux molécules de sucre simple, donc, et ça peut être également un sucre donc, qui est formé de 3 sucres simples. Donc ceci, ça dépend des espèces. Chez certaines espèces, ce qui est transporté, c'est le saccharose. Chez d'autres, ce qui est transporté, ce sont des trioses. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique à des espèces de plantes. Bien. Alors maintenant, si on regarde maintenant, donc en fait, ce qui se passe au niveau, si on compare les paramètres et les caractéristiques du xylème et du phloème,
au niveau des organes sources, qu'est-ce qu'on observe? Au niveau du xylème, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les éléments nutritifs, c'est-à-dire qui sont transportés dans la sève brute ici, donc ce qui est amené du sol vers les organes, c'est-à-dire donc l'eau et les sels minéraux. Donc en fait, les sels minéraux vont quitter le xylème pour aller dans les feuilles. Alors donc en fait, ça va devenir dilué ici, donc il y a de moins en moins de soluté. Et s'il y a de moins en moins de soluté, donc en fait, vous avez un potentiel hydrique qui va s'élever, qui va devenir plus élevé. Alors, donc, un potentiel hydrique qui va devenir ici plus élevé. Et là, dans le phloème, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des sucres qui vont quitter les cellules chlorophylliennes pour venir dans le phloème. Alors, en fait, ça se charge en photosynthéta. Il y a augmentation de soluté, il y a abaissement du potentiel soluté, il y a abaissement du potentiel hydrique. Alors maintenant, si on compare ces deux caractéristiques, on va se rendre compte que le potentiel hydrique au niveau du xylème est plus élevé que le potentiel hydrique au niveau du phloème, au niveau des organes sources. Alors, potentiel hydrique plus élevé dans le xylème que dans le phloème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les molécules d'eau vont être transférées du xylème vers le phloème. Alors, c'est-à-dire, donc en fait, l'eau au niveau des organes sources sort du xylème et va dans le phloème. Alors, le phloème, donc là, il faudra s'en souvenir, c'est des cellules qui ont des membranes cytoplasmiques. Donc, je viens de le dire, et je viens aussi donc d'attirer votre attention que c'est une caractéristique assez importante, aussi bien pour le transfert que pour la circulation des photosynthétas. Alors, membrane cellulaire et paroi cellulaire, rentrée d'eau, ça veut dire que ce sont des cellules qui peuvent être turgescentes. Alors, turgescente, ça veut dire qu'il y aura une pression de turgescence positive. Alors, une pression de turgescence positive au niveau des organes sources, un potentiel hydrique plus bas, donc de l'eau qui rentre dans le phloème au niveau des organes sources. Donc, en fait, ces cellules-là, en fait, vous pouvez les imaginer au niveau des organes sources que ce sont des cellules de phloème gonflées qui peuvent être gonflées avec de l'eau. Ils vont être gonflés avec de l'eau et ça va générer une pression positive, c'est-à-dire une pression supérieure à la pression atmosphérique. Alors ici, donc l'eau, elle est sous pression, donc il va circuler vers des endroits où la pression est moindre, est inférieure. Alors on fait cette circulation, donc les endroits du phloème où il y a une pression inférieure, donc en fait c'est le phloème au niveau des organes puits ou réservoirs. À ce niveau-là, les photosynthétas sortent, ils vont aller, donc en fait le potentiel hydrique ici, il va devenir plus élevé, donc et également, si vous le comparez au xylème, il est plus élevé que ce qui se passe dans le xylème, juste à côté au niveau des organes sources. Donc ici, le potentiel hydrique, il est beaucoup plus bas. Ce qui se trouve à l'intérieur du xylème ici, donc en fait, il est chargé de sels minéraux. Donc, et par conséquent, l'eau, elle sortira du phloème vers le xylème à ce niveau-là. Sortie d'eau, moins de turgescence, moins de pression de turgescence. Alors, moins de pression ici, plus de pression là, ce qui fait que la circulation va se faire dans ce sens-là. C'est comme si vous appuyiez sur ces cellules-là au niveau des organes sources, vous appuyez dessus pour mettre plus de pression et bien sûr, vous expulsez l'eau qu'il y a à l'intérieur avec ce que contient cette eau, c'est-à-dire avec tous les solutés, c'est-à-dire vous allez expulser donc en fait la solution qui se trouve à l'intérieur de ces cellules-là, vous allez l'expulser vers des endroits où il y a moins de pression. Alors il se trouve que les endroits où il y a moins de pression, ce sont le phloème au niveau des organes puits. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle un écoulement sous pression. Et c'est ça qui explique la circulation de la sève élaborée.
Cette circulation, ça peut être vers le bas, mais ça peut être aussi vers le haut. C'est-à-dire, ça va circuler toujours des organes sources où il y a plus de pression vers des endroits où il y a du phloème, mais où il y a moins de pression, que ce soit en hauteur ou plus bas. Alors maintenant, donc, vous avez compris, donc cette circulation, c'est une circulation qui se fait sous pression. Alors d'où vient cette pression-là? En fait, des échanges d'eau entre le xylème et entre le phloème. Échanges d'eau qui vont dépendre des potentiels hydriques. Et potentiels hydriques également qui vont dépendre de ce qui se passe à ces endroits-là. Est-ce qu'il y a plus de photosynthéta, moins de photosynthéta, plus de sels minéraux ou moins de sels minéraux. Donc voilà, donc en fait le schéma général pour comprendre en fait ces circulations, donc on appelle donc écoulement sous pression. Donc c'est ce qui explique donc en fait la circulation de la sève élaborée et qui va toujours se faire des organes sources vers les organes puits, indépendamment de leur emplacement dans la plante. Alors bien, alors maintenant ça c'est très important à comprendre donc dans ce cours. Donc il y a un certain nombre de généralités, donc je ne vais pas les répéter, donc il suffira de les lire. Mais ça par contre, donc en fait donc il faudra bien comprendre comment cette circulation de la sève élaborée se fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à voir? Il reste à voir dans ce chapitre-là, donc je vais juste m'intéresser à deux choses, donc c'est-à-dire à ce qui se passe ici, comment ça se fait que des photosynthétas vont partir, vont quitter des cellules chlorophylliennes pour aller dans les cellules de phloème, et comment ça se fait que ces mêmes photosynthétas vont quitter le phloème pour aller dans les cellules réservoirs, dans les organes réservoirs. Alors, c'est-à-dire, en fait, il faudra expliquer ces deux phénomènes-là, qu'on appelle ici chargement du phloème. Le phloème se charge en photosynthéta, et ici déchargement du phloème. Le phloème est déchargé de photosynthéta qui vont aller, donc, en fait, dans les cellules chlorophylliennes. Alors, pourquoi il faudra expliquer cela? Parce qu'à première vue, donc, c'est pas évident. Si on considère que tout ça se fait juste par diffusion, on s'aperçoit vite que cela, ça ne peut pas être fait comme ça, donc c'est pas logique, parce qu'en fait, les concentrations dans le phloème en sucre donc, sont beaucoup plus élevées que les concentrations en sucre dans les cellules chlorophylliennes, donc, et par conséquent, donc en fait, les sucres ne peuvent pas circuler dans ce sens-là. Ils ne peuvent pas circuler des milieux où il y en a moins de sucre vers des milieux où il y a plus de sucre. Donc, en fait, en tout cas, donc ça ne peut pas être un phénomène passif, c'est-à-dire ça ne peut pas être quelque chose qui se fait juste selon les lois thermodynamiques. Alors, s'il y a plus de sucre ici, c'est qu'en fait, il y a un mécanisme par lequel, en fait, la plante transporte ses sucres contre le gradient de concentration. Alors, rappelez-vous donc ce que je vous ai dit. Donc, en fait, il y en a déjà deux types de sucres qui sont transportés, donc le saccharose et puis des trioses. Alors maintenant, on va essayer de voir les deux cas. Et je vous ai dit, donc en fait, que ça dépend des espèces. Chez certaines espèces, ce qu'on retrouve dans le phloème, c'est le saccharose. Chez d'autres espèces, ce qu'on retrouve dans le phloème, donc c'est du raffinose, du xylulose, ce sont en tout cas des trioses. Bien. Alors maintenant, donc en fait, dans le cas où c'est le saccharose qui est transporté, donc en fait, on sait maintenant qu'en fait que c'est un transport actif, c'est-à-dire qu'en fait que la plante, il va dépenser de l'énergie, pour maintenir une concentration en saccharose donc plus élevée au niveau du phloème. Alors, rappelez-vous, là aussi, donc en fait, les cellules phloémiques et les cellules campagnes, donc en fait, ils ont des membranes plasmiques. Au niveau des membranes plasmiques, on a des transporteurs, y compris des transporteurs actifs, c'est-à-dire qu'il y a des transporteurs qui peuvent transporter des éléments en utilisant l'énergie métabolique. Donc, alors ceci, donc, il est facile à vérifier, c'est-à-dire si on utilise un inhibiteur de pompe à protons ici, c'est-à-dire si on utilise un inhibiteur d'ATPase, en fait, le chargement du phloème s'arrête. Alors ça veut dire que ce chargement de phloème en saccharose, il nécessite la présence, en fait,
de protéines hydrolysant l'ATP. Donc, il nécessite donc la présence d'ATPase. Donc, et on a identifié un certain nombre de transporteurs de saccharose au niveau des membranes, des cellules compagnes ou des cellules ou même des cellules phloémiques. Alors seulement, donc, est-ce que ce n'est pas un transport actif primaire? Alors, c'est un transport actif secondaire. Alors, je cherche. Alors, c'est un transport actif secondaire. Donc là aussi, donc c'est quelque chose qu'on vous a déjà expliqué. Donc en fait, c'est-à-dire ce qui est transporté directement par les ATPases, donc c'est des protons H+. Donc en fait, les plantes, ils ont beaucoup de pompes à protons H+. Donc chez les cellules animales, on retrouve surtout des pompes sodium-potassium. Alors chez les plantes, on retrouve beaucoup de pompes à protons H+, c'est-à-dire ils hydrolysent de l'ATP, ils vont transporter les protons H+, contre le gradient de leur concentration. Il va y avoir à l'extérieur énormément de protons H+, une concentration élevée en protons H+, pour équilibrer donc en fait ces concentrations. Les protons H+ vont rentrer dans les cellules et en rentrant dans les cellules, ils vont le faire à travers un transporteur qui va également transporter du saccharose au sympore. Alors c'est ce qu'on appelle un transport actif secondaire, c'est-à-dire le saccharose en fait il est transporté en sympore avec le proton H+, les protons H+, qui sont transportés dans ce cas-là passivement, parce qu'il y a beaucoup de protons H+, de ce côté-là que de ce côté-là, ils sont transportés passivement, mais le saccharose, il va en profiter, donc il va prendre aussi donc, le même chemin, le même transporteur qui va le transporter donc contre son gradient, cette fois-ci contre son gradient de concentration. Donc il y aura beaucoup de saccharose de ce côté-là que de ce côté-là. Ici, donc en fait, ça va représenter ce qui se passe dans les cellules de phloème que vous avez là. C'est cette membrane-là qui est agrandie dans ce schéma-là. Donc en fait, le saccharose, il est transporté en sympore avec les protons H+, et les protons H+, ce sont eux qui sont transportés contre le gradient de leur concentration par une pompe à protons, c'est-à-dire une ATPase. Donc, et c'est là où il y a consommation de l'énergie métabolique. C'est ce qu'on appelle un transporteur actif secondaire. Alors, ce premier transport-là des protons H+, c'est un transport actif primaire. Celui-là, donc, il est secondaire. Bien, alors c'est ce qui se passe dans le cas où c'est le saccharose qui est chargé dans le phloème. Donc en fait, toutes les espèces qui font circuler du saccharose dans leur phloème, c'est avec ce mécanisme-là, c'est-à-dire donc ça va dépendre de l'hydrolyse de l'ATP, donc c'est un phénomène actif secondaire. Alors maintenant, ce qui se passe. Alors, j'ai sauté une petite notion là. Alors, en fait, pour le chargement, là aussi, donc, en fait, la voie de transport, donc, ça peut être soit à travers le symplasme, soit à travers l'apoplasme. C'est-à-dire, en fait, les sucres qui vont circuler à partir donc, des cellules de phloème pour aller jusque dans à partir des cellules chlorophylliennes, pour aller jusqu'aux cellules de phloème. Donc, ils peuvent circuler juste à travers le symplasme, ou bien ils peuvent également circuler à travers l'apoplasme. Mais en circulant à travers l'apoplasme, rappelez-vous que les cellules de phloème, ils ont une membrane pour que ça puisse rentrer, donc ils doivent obligatoirement traverser cette membrane-là. Ou bien ça peut circuler quand il y a des connexions symplasmiques jusqu'au phloème, ça peut circuler dans le symplasme jusqu'au phloème. Bien. Alors maintenant, cette circulation dans le symplasme, c'est-à-dire en fait tout ça, c'est juste un seul compartiment, il n'y a pas de membrane qui sépare, donc en fait les molécules peuvent circuler librement de là jusque là, et cette circulation ne va dépendre que des concentrations, c'est-à-dire c'est une diffusion,
Ça peut être un phénomène passif, c'est-à-dire il y a plus de sucre là, donc ça peut circuler librement, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de membrane qui sépare les cellules, donc ça peut circuler donc à travers le symplasme jusqu'aux cellules phloémiques. Alors ici, c'est une circulation par diffusion, mais cette circulation par diffusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça ne peut pas être expliqué si ça ne peut être possible, que si les concentrations de sucre sont très élevées au niveau des organes sources. Comme ça, donc, il y aura du sucre qui va diffuser des concentrations élevées vers les concentrations les plus faibles. Alors, généralement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, dans le phloème, on remarque que le phloème il est toujours beaucoup plus concentré en sucre que les cellules chlorophylliennes. C'est-à-dire, en fait, les sucres de plusieurs cellules chlorophylliennes vont migrer vers une même cellule phloémique. Bien, alors donc la diffusion ne peut pas expliquer cela. Alors maintenant, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, il y a deux voies. Il y a soit la voie apoplasmique, soit la voie symplasmique. Et ces deux voies-là, ça correspond exactement aux deux cas que je viens de vous expliquer. Dans le cas où c'est le saccharose qui est transporté, en fait, la voie, elle est apoplasmique, c'est-à-dire l'amidon qui est le résultat de la photosynthèse, va être hydrolysé donc, pour devenir du saccharose, et le saccharose va circuler jusqu'à un certain niveau. Il va sortir des cellules pour venir à l'extérieur des membranes, c'est-à-dire dans l'apoplasme, et puis donc il est rechargé dans le phloème. Il est rechargé dans le phloème par des transporteurs actifs et par un transporteur actif secondaire. Ça, c'est le schéma, c'est ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, dans le cas des cellules, des espèces où il y a ce qui est transporté dans les cellules de phloème que vous avez là, donc ce qui est transporté, ce sont des trioses. En fait, la voie, elle est symplasmique. Donc, en fait, les trioses sont transportés dans un schéma symplasmique, c'est-à-dire chez cela, les sucres circulent dans le symplasme, depuis les cellules chlorophylliennes jusqu'aux cellules phloémiques. Dans le cas du saccharose, donc on fait ça circule dans le symplasme, il y a un niveau, donc ça sort dans l'apoplasme. Et puis pour que ça rentre dans les cellules phloémiques, donc c'est rentré dans les cellules phloémiques, c'est le chargement des cellules phloémiques, et est actif. Donc c'est un transport actif, c'est-à-dire donc il dépend de l'énergie métabolique et la plante dépense de l'énergie pour charger le saccharose dans les cellules phloémiques. Alors dans le cas des trioses, donc il y a une connexion symplasmique depuis les cellules chlorophylliennes jusqu'aux cellules phloémiques, mais là, il y a un problème. Donc, vous l'avez compris que cette circulation ne peut être possible que si la concentration en sucre dans les cellules chlorophylliennes est supérieure à la concentration en sucre dans les cellules phloémiques, et ce n'est pas le cas. Alors maintenant, ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce possible? Alors, comment est-ce possible? En fait, il y a certaines choses qui se passent. Alors maintenant, pour comprendre en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait ici donc tout d'abord donc en fait vous avez quelque part avant d'arriver au phloème vous avez du saccharose, vous avez un diose, et puis quelque part en avançant vers le phloème, ce saccharose, donc, il est polymérisé, c'est-à-dire donc un autre sucre lui est rajouté pour devenir un triose. Ça dépend du sucre. Donc, c'est pourquoi je parle de triose. Donc, différents trioses sont possibles. Donc, un autre sucre est ajouté donc, à ce diose donc, pour devenir un triose. Et c'est ce triose-là qu'on va retrouver dans le phloème. Alors maintenant, de ce côté-là, vous avez beaucoup de trioses, des concentrations en triose élevées. De ce côté-là, vous avez des concentrations en saccharose très élevées. Alors, vous avez des concentrations en saccharose très élevées, donc en fait, le saccharose, il peut toujours diffuser dans ce sens-là parce qu'il y a de moins en moins de saccharose, parce qu'en fait, le saccharose a été transformé en triose. Mais de ce côté-là, il y a beaucoup de triose. La question, c'est pourquoi ces trioses-là, ils ne diffusent pas dans l'autre sens. La diffusion n'a pas de sens, mais pourquoi on ne retrouve pas des trioses dans ce compartiment-là, c'est-à-dire dans les cellules
chlorophylliennes. Alors en fait, c'est une particularité anatomique tout simplement, donc c'est-à-dire en fait ces trieuses-là, donc en fait à partir d'un certain moment, donc et ça dépend de l'anatomie des cellules, vont devenir suffisamment, donc ces trieuses vont devenir suffisamment gros, c'est une question de taille, ils ne peuvent plus passer à travers les plasmodèles. C'est-à-dire en fait, les dioses passent, jusqu'ici ça devient des trioses. Les trioses ne peuvent plus passer dans ce sens-là à cause de leur taille. Ils sont piégés à ce niveau-là. Ils ne peuvent qu'avancer vers les cellules de phloème. C'est ce qu'on appelle le modèle de piégeage de polymère. Donc en fait, dans ce cas-là, en fait, à un certain niveau, donc il y a biosynthèse de trioses qui vont devenir, qui vont avoir une taille qui ne leur permet plus de passer dans le sens revenir en arrière. Ils ne peuvent qu'avancer vers le phloème. Donc, c'est ce qui explique qu'on ne retrouve pas de triose ici, alors que tout ça, c'est une continuité cytoplasmique, c'est du symplasme. Donc, les trieuses ne peuvent plus revenir en arrière, ils sont piégés. Et ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle le modèle du piégeage de polymère. Alors maintenant, le saccharose, vous l'avez compris, il peut toujours diffuser dans ce sens-là, parce qu'ici, il n'y a pas de saccharose pratiquement. Il n'y a pas de saccharose. Les concentrations en saccharose sont pratiquement nulles, ce qui fait que, et là, il y a beaucoup de saccharose, donc le saccharose peut toujours diffuser donc vers le phloème, et chemin faisant, c'est-à-dire au cours du chemin, donc ce saccharose, il est transformés en trioses qui ne peuvent plus revenir en arrière, ils sont piégés à ce niveau-là. Et c'est pourquoi on va retrouver chez ces espèces-là un transport à travers le symplasme, mais au niveau du phloème, on va retrouver des concentrations élevées en triose, et au niveau des cellules chlorophylliennes, on va retrouver des concentrations élevées en saccharose. On parle de modèle de piégeage de polymère. Alors, je récapitule. Donc, le chargement du phloème, ça dépend des espèces. Il peut se faire soit par le symplasme, soit par l'apoplasme. Et ça peut se faire soit du saccharose ou des trioses. Alors, si c'est du saccharose, c'est un chargement apoplasmique. Chez ces espèces-là, le chargement, il est apoplasmique et ça dépend d'un transport actif secondaire, avec tout ce que ça suppose. Donc, on fait des pompes à protons, etc., des pompes à protons actives. Et l'autre cas, c'est un transport de triose, c'est un transport symplasmique, c'est-à-dire, donc en fait, tout ce qui est synthétisé comme photosynthétase dans les cellules chlorophylliennes va circuler juste dans le symplasme jusqu'à son arrivée dans le phloème. Alors, cette circulation par diffusion, tout simplement, mais une diffusion qui est possible grâce à ce phénomène-là, c'est-à-dire au niveau des organes sources, il y a beaucoup de saccharose, il n'y a pas de saccharose dans le phloème. Donc, le saccharose peut toujours aller des organes sources vers le phloème, juste en raison des concentrations de saccharose. Donc, il y en a beaucoup dans les cellules chlorophylliennes, il n'y en a pas dans le phloème, donc ça peut circuler. Alors, il y a beaucoup de triose dans le phloème, parce que quelque part, donc en fait, le saccharose et les polymérasés en triose. Donc, il y a beaucoup de trioses dans le phloème, il n'y en a pas dans les cellules chlorophylliennes, mais les trioses ne peuvent pas diffuser vers les cellules chlorophylliennes, et ceci, c'est juste à cause de leur taille. Donc, c'est leur taille qui ne leur permet plus de passer dans les plasmodesmes. Dans ce sens-là, ils sont piégés, on appelle ça un piégeage de polymère. Alors maintenant, il reste quoi? Il reste le phénomène inverse, c'est-à-dire le déchargement. C'est-à-dire, vous avez maintenant soit des trioses, soit du saccharose dans le phloème, et cette fois-ci, donc en fait, ces trioses vont aller dans les cellules des organes réservoirs ou des organes puits. Alors maintenant, ici, c'est très simple. Si c'est des organes en croissance, en fait, les sucres sont métabolisés, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de sucre dans ces cellules-là, et ça va diffuser tout normalement du phloème vers ces cellules. Alors maintenant, si c'est des organes réservoirs, c'est-à-dire donc tous ces sucres-là vont constituer juste de réserve, généralement le sucre qui est stocké, c'est pas du saccharose. Donc, et ça peut passer
toujours ça peut diffuser. Alors maintenant, il y a aussi les deux schémas, c'est-à-dire ça peut être symplasmique, c'est-à-dire ça peut circuler juste par la voie symplasmique du phloème et des cellules campagne jusqu'aux cellules réservoirs, c'est-à-dire ça passe juste par le symplasme, ou ça peut passer par l'apoplasme quelque part. Cette étape apoplasmique, c'est-à-dire à quel moment, donc ça quitte le symplasme pour aller dans l'apoplasme, ça dépend aussi des espèces et des organes. Donc il y en a où ça sort immédiatement du phloème pour circuler dans l'apoplasme juste après le phloème. Il y a dans certains cas où la circulation continue vers le symplasme, plus ou moins loin, et jusqu'à la dernière étape où ça sort, où il n'y a plus de la circulation symplasmique, ça sort du symplasme pour aller dans l'apoplasme. Il y a toutes les possibilités. Alors, il reste dans ce chapitre-là juste une dernière chose à expliquer, c'est le cas des feuilles. Alors, depuis tout à l'heure, donc en fait, j'ai parlé des feuilles comme étant des organes sources, c'est-à-dire des organes qui vont fournir des photosynthèses. Or, ceci, il n'est possible que lorsque les feuilles sont adultes, matures, chlorophylliennes. Alors, c'est-à-dire des jeunes feuilles, donc des petites feuilles, des jeunes feuilles en pleine croissance, ils ne fabriquent pas de photosynthèse, mais ils ont besoin de photosynthèse pour leur croissance. Donc, en fait, le cas des feuilles, c'est un cas particulier. Ils commencent leur vie comme des organes puits, ils la finissent comme des organes sources. Alors maintenant, quand ils sont jeunes, en fait, ils reçoivent des photosynthèses. Bien sûr, ils reçoivent d'autres feuilles adultes qui fabriquent des photosynthèses. Ils reçoivent des photosynthèses. Ils se comportent comme des organes puis au réservoir jusqu'à l'âge adulte où ils deviennent chlorophylliennes et ils commencent à donner leur photosynthèse. Alors maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'en fait, ce changement-là, c'est physiologique, il s'accompagne aussi de changements métaboliques, c'est-à-dire les connexions entre phloème et les cellules des feuilles jeunes ou des cellules des feuilles âgées, c'est pas la même chose. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la feuille ne devient pas d'un seul coup chlorophyllienne. C'est-à-dire certaines parties des feuilles commencent à être chlorophylliennes, alors que d'autres restent non chlorophylliennes, c'est-à-dire même pour la même feuille. Donc en fait, il commence à se comporter comme organe source à partir de l'apex. C'est-à-dire c'est l'apex qui commence à devenir chlorophylien et à se comporter comme un organe source. Et puis, donc, petit à petit, donc, ça s'agrandit pour englober toute la feuille. Donc, c'est pas la feuille qui, du jour au lendemain, donc, un jour, elle était organe source et le lendemain, il va devenir, enfin, un jour, il était donc un organe réservoir au puits et le lendemain, il va devenir organe source. Donc, ça se fait progressivement et ça commence toujours par l'apex de la feuille, donc, avant de se généraliser pour toute la feuille. Alors, donc, voilà, très rapidement, donc, en fait, ce qu'il faut expliquer, ce qu'il y a à expliquer dans ce chapitre. Il y a un certain nombre aussi de notions, donc, en fait, la répartition des photosynthèses, comment ces photosynthèses vont être réparties entre différents organes puits. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fruits, donc plusieurs fruits. Comment, en fait, tout cela, donc, en fait, est alloué à tel ou tel autre fruit. Donc, c'est ce qu'on appelle la partition des photosynthèses entre les organes réservoirs ou les organes puits. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle d'un paramètre qu'on appelle force de l'organe puits. Donc, c'est très facile, ça dépend de sa taille, etc. Alors maintenant, ça, c'est à vous de lire. Donc, c'est pas très difficile à comprendre. Il y a également peut-être un certain nombre de notions toutes simples, de définitions ou de notions, bon, qu'il faudra juste lire. Alors, je pense que j'ai fait le tour des choses qui sont à expliquer dans ce chapitre-là. Donc, et je m'arrête là. Donc, si jamais donc, il y a quelque chose
qui vous a échappé, donc, ou plutôt qui m'a échappé et que vous n'avez pas compris, donc qui mérite donc d'être expliqué. Alors, il suffit de poser la question et je vous répondrai. Bien, voilà, donc je m'arrête là. Et comme d'habitude, donc en fait, 5 minutes, un petit moment. Donc, si vous avez des questions. Alors, je vous écoute. Donc, si vous avez des questions auxquelles je vais répondre, donc auxquelles je peux répondre tout de suite. Sinon, donc, on se verra dans la séance prochaine. Pas de questions? Monsieur, Oui. monsieur, maintenant, on pourrait dire que le transport du C40, il est principalement par diffusion ou Comment? secondaire. J'ai pas bien entendu. Le transport du C40, Oui. il peut se faire soit par diffusion, soit par transport actif. Maintenant, c'est le cas qui... Le chargement, ici on parle de chargement, c'est pas de transport. Alors maintenant, donc, le chargement du phloème, quand il s'agit du saccharose, c'est un chargement actif, secondaire. Donc, les concentrations élevées du saccharose dans le phloème ne peuvent être expliquées que par un chargement en actif secondaire. C'est bon? Oui, merci. Autre question? Alors, pas de question, donc ça veut dire que vous avez tout compris. Donc, en fait, au moins, donc, je vais le prendre comme ça. Donc, vous avez tout compris, très bien. Alors, vous pouvez donc vous déconnecter et vaquer à vos occupations habituelles, c'est-à-dire à écouter des chansons sur vos portables. Très bien, allez, au revoir et à la prochaine.